Yayato 1, saison 2, émission exceptionnelle, invité exceptionnel, Yannick Noah. Monsieur Yannick Noah dit tout sur tout, exclusif. Spectacle au Cameroun, comment et pourquoi les artistes camerounais sont moins rémunérés que leurs homologues étrangers. Cameroun, la guerre des cachets, enquête choc, comment se prépare et se déroule un festival. Des semaines durant, nous avons suivi l'équipe d'organisation des journées du jeune cinéaste. Backstage, Copo nous embarque dans ses mapanes. Nouvelle saison, nouvelle rubrique avec Harold Kitsch. C'est parti pour Yayato 1 saison 2, dédiée à nos fidèles téléspectatrices de Libreville et Lambaréné au Gabon. Trèfle Jenny, Grace, Iris Axel, Lachouana Carter, Obune Tatiana, Saint-Tiche Obonnet, Michel Minzier. Yayato à tous, quelle excitation, quelle jouissance de vous retrouver pour cette seconde saison de Yayato qui s'ouvre avec le 7e art. 7 jours durant, nous sommes glissés dans les coulisses d'un festival organisé à Yaoundé par la jeune engagée et passionnée Maïmounatou Boussaka. C'est un film signé Alain Nagui et Sono, Christian Boadier, Alain Belsingon et Jacques Ekwa. Yayato, Yayato, Le festival Les Journées du jeune cinéaste, c'est une sorte d'opportunité pour les jeunes talents camerounais. Et pour motiver les jeunes à s'intéresser au cinéma, c'est une très bonne initiative parce qu'en toute chose, il vaut mieux commencer par la base. Il n'y a que ce genre d'initiative pour fournir des rudiments aux jeunes. Maïmounatou Bourzaka a créé une association appelée Ciné-Camer, maître d'œuvre d'un festival baptisé Les Journées du jeune cinéaste. Pendant plusieurs jours, nous avons suivi la promotrice de l'événement pour capter les subtilités de l'organisation de ce festival de cinéma. Immersion dans les Journées du jeune cinéaste. Bienvenue à la 4e édition des Journées du jeune cinéaste. Samedi 23 janvier, nous sommes 3 semaines avant l'événement et c'est dans l'intimité de son appartement yaoundéen, au quartier Kondengui, que nous surprenons Maïmounatou Bourzaka en action pour une énième réunion préparatoire. Allô? Au téléphone, depuis Douala où il réside, Samuel Victor Iyabi, le responsable technique, répond présent. Oui, bonjour. Et en présentiel, aux côtés de Maïmounatou Bourzaka, c'est Laurence Diane Dudieu, la responsable marketing. Et c'est parti pour 2 heures danse, pendant lesquelles ça cogite et ça discute. On fait des propositions. J'avais une proposition. On prend des notes. Suivant un ordre de travail précis, on passe des coups de fil pour confirmer ou relancer les invités. Bonjour, madame. Tout est prévu pour donner des rudiments aux jeunes cinéastes. En tant que jeune cinéaste, il serait bien de savoir comment avoir les grosses boîtes. Il est 11h45 quand ils sont rejoints par Karim Sangou, un volontaire de l'association Ciné-Camer. C'est aussi l'heure de se séparer, donc la fin de la réunion. Allô? Oui, c'est fini, tu peux vaquer à tes occupations. Bon, bye bye. On va continuer avec les réunions en ligne et on va également effectuer des descentes sur le terrain. On va par exemple aller dans des établissements ou alors des instituts de formation dédiés au métier de cinéma pour essayer également d'inviter les jeunes là, de les sensibiliser, de leur faire part de l'événement et autres. Sans toutefois oublier aussi les cinéastes qu'on va contacter et autres pour les activités. Ça sera vraiment une phase dédiée au terrain. Cette année, 24 films des jeunes réalisateurs sont retenus pour la sélection officielle. Je vous donne rendez-vous pour la conférence de presse. Thank you. Mardi 9 février, il est 14h30. Au siège de la Sopecam au quartier Mvan, nous retrouvons la journaliste et blogueuse en service au quotidien national bilingue Cameroun Tribune. Maïmounatou Bourzaka est déjà prête à se rendre où doit se tenir la conférence de presse. Il ne faut pas que la télé voit comment il donne l'argent à Monica. Tu veux pas qu'on voit comment tu veux pas? Comme je farote Monica, vraiment. Je m'en vais.
attendons aujourd'hui au siège de Inception Arts and Communication pour la conférence de presse virtuelle de lancement de la 4e édition des Journées du jeune cinéaste. Sur le trajet qui l'amène à la rencontre de la presse nationale et la presse spécialisée, Maïmouna Toubouzaka veut s'assurer que son responsable technique, Samuel Victor Iyabi, en provenance de Douala, va arriver à temps avec les visuels de l'événement. Tu seras à Yaoundé dans 30 minutes. Ma mamie. Minute by minute, elle va aux nouvelles pour se rassurer que tout se déroule comme prévu. Tout est prêt chez toi là-bas. Elle veut même se rassurer qu'aucun incident ne viendra troubler le process. Ici, Maïmouna Toubouzaka veut s'assurer que l'autorisation à manifester sera disponible à temps. Pardon, mets-lui la pression. Il nous faut ça, sinon on ne pourra pas tenir l'événement là. Il est 16h15. La promotrice des Journées du jeune cinéaste arrive au siège d'Inception Arts and Communication, 6 à la montée des Sœurs, au quartier Biémassi. Un quart d'heure plus tard, Samuel Victor Iyabi, le responsable technique des Journées du jeune cinéaste, fait son entrée avec les différents visuels dans les locaux amicalement cédés par le réalisateur Franck Thierry Léa Malé. 17h05, avec une heure de retard, au programme initial, débute enfin la conférence de presse qui va durer en tout 40 minutes. Good afternoon, ladies and gentlemen. You're all welcome to this press conference organized by Association Ciné-Camer. On vous attend maintenant pour la prochaine étape demain qui consistera aux répétitions et à la mise en place de la salle. Mercredi 10 février, il est 13h40. Lorsque nous arrivons à la salle Citabella, du nom de la première femme cinéaste en Afrique subsaharienne, salle logée au ministère de la Communication. L'heure est à la mise en place. La promotrice, scotchée littéralement au téléphone, donne des indications. En fait, c'est pour le tapis rouge. Pendant ce temps, la maîtresse des cérémonies, Aïssa Ndiayou, est à l'œuvre pour mimer sa prestation du lendemain sous le coaching d'un membre de son propre staff. La liste de la sélection officielle des journées. J'ai jamais eu à être maîtresse de cérémonie. Du coup, c'est beaucoup de pression, beaucoup de stress. L'actrice a eu un temps nécessaire pour s'imprégner de son rôle. On m'a envoyé le texte il y a de cela une semaine et depuis, j'essaye de m'imprégner de la chose. Et maintenant, nous sommes là à la veille de l'événement, comme vous voyez, et nous sommes en train de répéter. J'essaye de m'imprégner de la salle, les mouvements et tout, la mise en scène. Célébrer le 5e art. Jeudi 11 février, il est 18h02. Dans environ 2 heures de temps, l'actrice camerounaise Aïssa Ndiayou va faire son baptême de feu en qualité de maîtresse des cérémonies. Elle vient d'ailleurs d'arriver sur zone pour interpréter son rôle. Accompagnée de son staff, sa styliste Diane et Loveline la maquilleuse, elle est installée dans une loge tout à côté. Un peu stressée mais enthousiaste aussi. Ouais, contente, excitée en même temps. Pendant ce temps, à l'esplanade de la salle Citabella, le comité d'organisation est à pied d'œuvre pour déployer le tapis rouge et aménager le photocall. Pour faire avancer les choses, la promotrice Maïmouna Toubouzaka ne se ménage pas. Elle court dans tous les sens. On peut voir les techniciens installer le dispositif d'éclairage. Là, j'attends la maquille. Départ. Accompagné de Arnaud, son préparateur artistique, qui tient en main ses notes, Aïssa Ndiayou avance vers la salle avant de se faire tamponner par l'humoriste starifié Ulrich Takam. Tu n'as pas besoin de te mettre la pression. Dis-toi que tu es nul et que tout le monde est au courant et je sais. 19h58, elle effectue une entrée chaleureuse et solennelle. Mesdames et messieurs, bonsoir. Tapis dans l'ombre, tout au fond de la salle Citabella, on peut distinguer, à la lueur des écrans d'ordinateur, Karim Sangou et Samuel Victor Iyabi du comité d'organisation s'activer aux diverses projections demandées par la maîtresse des cérémonies. 2021, merci.
Personal branding, c'est l'art de faire parler, de vendre, on va dire une personne, faire parler de soi. Samedi 13 février, dernier jour du festival. Il est 19h33. Le producteur et réalisateur Cyril Massot, par ailleurs le parrain de l'événement, est sur la scène en train d'achever son masterclass. Dans la foulée, le rideau des journées du jeune cinéaste est tiré, avec le dévoilement du palmarès 2021, dont voici les grands gagnants. Pendant les journées du jeune cinéaste, sur le tapis rouge comme en salle, saltimbanques, professionnels du 7e art, et pas que, sont venus à encourager l'initiative de l'association Ciné Camer, une bande de jeunes très attachants et à l'efficacité avérée. Jusqu'ici, le son de cloche des journées du jeune cinéaste, c'est le manque de financement. Au grand regret de la promotrice, qui avoue ne pas garantir la pérennité de ce festival. Hey, l'affaire, c'est nous qui mettons toutes nos économies là, je te jure, c'est comme la sorcellerie. Donc, moi, avec ma me marier, comme ça, dès que je me marie, j'abandonne le cinéma. Je commence à économiser mon argent pour moi-même. Mes collègues ont la voiture, moi, je prends un taxi. Que vivent à jamais les journées du jeune cinéaste. Clap de fin pour l'édition 4 et vivement l'acte 5. Pour cette première de la saison 2 de Yayato, nous avons l'honneur, le privilège, le prestige de recevoir un grand, un monument, une icône, une légende. Il a été champion de tennis, puis champion de musique, après champion de chœur. Et c'est le cœur plein de joie et d'émotion qu'on l'accueille. Monsieur Yannick Noah est l'invité de Yayato. Yayato, Yannick. Bienvenue, on peut s'asseoir? Yannick Noah, c'est ceci. Yannick Noah, c'est aussi ceci. Yannick Noah, c'est encore ceci. Je suis métis, un mélange de couleurs. Alors, Yannick Noah, vous venez au monde le 18 mai 1960 à Sedan, c'est bien ça? Voilà, papa qui a rencontré maman à Sedan quand il jouait au football. Mes premiers souvenirs personnels sont plus des souvenirs ici à Etoudi, où là j'ai vraiment des souvenirs. Alors il faut dire que vous êtes un peu l'enfant de la chance, puisque votre papa, Zachary Noah, va remporter la Coupe de France en 1961. Tonton Zach, comme on l'appelait affectueusement, s'il était là à l'instant, que lui diriez-vous? Je suis en contact permanent avec lui. Il est parti il y a 4 ans maintenant, quasiment. Et voilà, si je suis ici aujourd'hui, c'est par rapport à une volonté, par rapport à sa volonté. Papa a toujours voulu préserver ce lieu qui pour lui, c'est l'histoire de la famille se passe ici. Il avait toujours à cœur, il a toujours à cœur de là où il est, à faire en sorte que cet endroit continue à vivre, grandir, s'améliorer, exister. Donc je sais que là, au moment où on parle, il est très fier qu'on soit tous les deux en train de parler chez lui. Oui, je sais que tu vis en moi. Votre maman, Marie-Claire Perrier, est également d'origine française, adénesse, était enseignante de formation. Tout à fait. Oui. Et alors, votre grand-père, Marcel Perrier, lui était professeur de dessin. Est-ce que vous pensez qu'il y a ce côté artistique qui a coulé, en fait, qui a laissé ses empreintes dans la famille? Tout à fait. Il y avait, disons que maman était très intéressée par le français, beaucoup plus par la philosophie et la poésie. Maman était une rêveuse. Et je pense qu'à l'époque, dans les années, fin des années 50, pour tomber amoureux d'un Camerounais, il fallait être artistique, il fallait être poète, il fallait être philosophe, il faut surtout avoir des rêves. Et maman était une rêveuse. Et c'est comme ça qu'elle est arrivée ici. Et c'est vrai que son père était prof de dessin, mais aussi a écrit aussi beaucoup de recueils de poésie. Une douzaine, on va dire. Tout à fait. Voilà. Et votre grand-père paternel, à qui vous avez dédié une chanson? Votre grand-père paternel est de retour de la Seconde Guerre mondiale, vous envoie son fils poursuivre ses études en France. Est-ce que votre papa vous a raconté ce moment de sa vie?
Oui, tout à fait. Papa, papa, tonton Zach, papy Zach et son frère, Jean-Gaston. Voilà, comme c'était les deux garçons, mon grand-père, en revenant au pays, avait promis à un de ses meilleurs amis de la guerre, M. Patrel, qu'un jour il essaierait, si c'était possible, d'envoyer ses fils. Et papa et mon oncle, papa Jean, sont allés comme ça jusqu'à Saint-Germain-en-Laye, dans les Yvelines. Et c'est là que papa a continué ses études avec son frère et commencé sa carrière de joueur de football. Il s'est trouvé que cette personne, qui était M. Patrel, c'est lui qui a lancé ce qui s'appelle aujourd'hui le Paris Saint-Germain. Parce que l'histoire du Paris Saint-Germain a donc commencé à Saint-Germain-en-Laye. Papa a ensuite joué à Sedan, mais M. Patrel a été le premier à professionnaliser le foot à Paris et qui a eu cette vision de faire un jour un grand club. Et sa mémoire existe toujours parce que tant bien même le club est à Paris, ça s'appelle Paris Saint-Germain. Peut-être que beaucoup de gens se demandent pourquoi ça s'appelle Saint-Germain. Et donc papa a joué à Saint-Germain-en-Laye. Et aujourd'hui, moi j'habite pas très loin de là et il m'arrive de tomber au bar, dans des cafés du village, sur des anciens qui ont connu papa à cette époque. Alors parlez-nous de vos sœurs Isabelle et Nathalie. Ben moi j'ai 3 petites sœurs en fait. Ouais. J'ai Isabelle, Nathalie et Zakia qui est ma demi-sœur. Donc c'est ma sœur. Voilà, voilà, on a tous vécu ici, on a grandi tous ici. Voilà, à 50 mètres d'ici. Et puis j'étais le premier à partir en 72 quand j'avais 12 ans. Et mes sœurs m'ont rejoint en France pour continuer leurs études. Voilà, maintenant elles sont mamans. Nathalie même grand-mère, très fière, très belle grand-mère. Et voilà quoi, la famille s'agrandit. Dans le vent. Mais allez, viens. Y'a pas que ton frère qui ton frère. Mais allez, viens. Y'a pas que ta sœur qui ta sœur. Votre prénom vient de l'amitié de votre père avec Yannick Lébert. Tout à fait. Et Roger Lemaire, qui s'était promis chacun de donner le prénom à l'un de leurs fils. En tout cas, c'est une jolie histoire. Ce sont des histoires d'amitié en fait. Voilà, vous savez, quand on est déraciné, l'amitié prend une autre forme. Moi, quand je suis arrivé en France dans les années 72, j'étais un jeune enfant, loin de ses racines, loin de sa famille. Et dans ces moments-là, un ami, c'est un frère, c'est plus que ça. Donc oui, j'ai des amis avec lesquels je suis toujours en contact. Aujourd'hui, un de mes meilleurs amis est devenu président de la fédération de tennis, par exemple. Je connais Yannick Aïtoudi. J'ai eu la chance de naître juste dans les encablures du club Noah. Yannick Noah, c'est mon beau-frère. J'ai des rapports particuliers avec Yannick Noah. Déjà, j'ai fait presque membre de la famille. Et la décoration qui se trouve ici, c'est moi qui s'occupe de cette décoration. Je suis au club Yannick Noah, je suis employé Yannick Noah. Je suis le manager du club quand Yannick Noah n'est pas là. Il y a quelque chose que j'essaie de garder, ça vient de mon éducation, peut-être de mes éducations, des conseils de mes parents. C'est toujours rester humble. Voilà, ça c'est quelque chose qui a toujours été important de la part de mon père ou de ma mère, même de mes grands-parents. C'est de rester humble. Il y a des moments où on est en haut, d'autres moments on est en bas, mais il faut rester toujours les mêmes. Et rester toujours accessible aux gens. Et ça a l'air de revenir. Comme ils disent tous, il y en a beaucoup, ceux qui me connaissent m'appellent Amout. Ça me plaît parce que c'est un peu mon surnom quand je suis ici. Et même quand j'entends qu'on m'appelle Amout et que je ne suis pas là, du coup ça me ramène un peu ici. Donc ouais, on revient toujours aux racines. Voilà, aux racines, on peut aller n'importe où, on peut aller à travers le monde, mais ce qui compte par-dessus tout, c'est de ne jamais oublier d'où on vient, et je viens d'ici. Yannick Noah, en 1984, vous vous mariez à Célia, un ancien mannequin et Miss Suède de 1998. De ce mariage vont naître en 1985 Joaquin Noah, basketteur professionnel. En 1987, Lena, voilà, Noah, mannequin et créatrice de bijoux. Et en 1995, vous vous remarierez avec le mannequin Eden Stewart, avec qui vous aurez 2 filles, Ellie Jack en 1996 et Jenaye en 1997. En 2003, vous vous mettez avec la productrice Camus, fille du producteur Jean-Claude Camus, et de cette relation va naître Joa Lucas en 2004. J'espère que j'ai les bonnes dates. Après 17 ans de vie commune,
En septembre 2020, votre séparation avec Elisabeth va faire la une des tabloïds. Kekaz est mort, il n'avait pas après Marie-Claire, Kekaz ne s'est plus remarié. Bon, il a vécu avec des compagnes, machin. Et Yann maintenant, c'est pratiquement la même chose. Mais qu'est-ce que vous voulez? Yannick est une star de dimension mondiale. Alors, soit des femmes arrivent parce que c'est Yannick. Aujourd'hui, la grande question, c'est est-ce que Yannick Noah est un cœur à prendre? Je suis un papy. J'ai 5 enfants. Ouais. Mes enfants, c'est vraiment toute ma vie. Je suis très fier d'eux. Alors, il y en a un qui est plus connu que les autres, mais je suis fier de tous les 5. Il se trouve que mes 2 aînés m'ont donné aussi 3 petits-enfants. C'est ça l'essentiel de ma vie aujourd'hui. J'ai une vie assez riche, de beaucoup de mouvements, 2 carrières tellement différentes, dans le sport, dans la musique. Une aventure merveilleuse où j'ai voyagé à travers le monde, où j'ai rencontré beaucoup de gens, beaucoup d'amis. Et il y a des moments où, comme ça, où là aujourd'hui, c'est plus une phase où j'ai envie de me retrouver, ressourcer. Là, je suis là depuis 2 mois et demi. C'est la première fois depuis 40 ans que je passe autant de temps à la suite. À chaque fois, c'était 15 jours au maximum, entre 2 concerts, entre des tournois, toujours des sollicitations. Et là, je veux prendre le temps de vivre. 61 ans bientôt, le temps passe tellement vite. Et ouais, je profite de la vie, chaque jour est merveilleux. Mais est-ce que ça avait été une décision prise ensemble? Est-ce que vous aviez un regard dessus? Non, Joachim, il fait tout ce qu'il veut. Moi, c'est un peu ce que je donne à mes enfants, c'est leur liberté. Et Joachim est vraiment un grand professionnel. C'est quelqu'un qui a fait une carrière, Joachim a fait une carrière extraordinaire. Mais c'est surtout ce qui me plaît par-dessus tout, c'est que c'est un gars super. Et ça, pour moi, c'est tout ce qui compte. C'est un gars qui est super. C'est un grand frère formidable. C'est un fils qui est formidable. Et je souhaite vraiment à tous les parents d'avoir des enfants et un garçon aîné comme lui. Beaucoup plus que sa carrière. La carrière, c'est un cadeau du ciel. Mais c'est un garçon qui est formidable. Et oui, on a des belles relations. Et je savais depuis 8 mois au moins qu'il allait arrêter. Il voulait passer du temps avec ses enfants. Il a 36 ans, il a fait une belle carrière. 14 ans, c'est une belle carrière. Donc voilà, non, il était très tranquille avec sa décision. Alors vous savez, il y a quelques temps, il y a eu énormément de concerts au Cameroun. Et il y a eu des réactions et nous nous sommes penchés sur la question. Pourquoi les artistes étrangers sont mieux traités au Cameroun que les artistes camerounais? Réponse dans cette enquête choc signée Alain Nagui Sono, Alain Belsingon et Jacques Ekwa. Comme dans un combat de Francis Ngannou, catégorie poids lourd, la guerre froide, ouverte entre les artistes locaux et étrangers. La pomme de discorde, l'écart parfois abyssal des cachets des stars étrangères comparé à ceux des artistes locaux. Le fameux adage « nul n'est prophète chez soi », ça marche très bien ici. Le multimillionnaire camerounais, tu ne valorises pas ton artiste. On doit protéger les œuvres camerounaises. J'ai dit, vous mettez la musique camerounaise maintenant. C'est quoi ces histoires? Vous pensez que qui va faire la promotion de la musique camerounaise? Quand la Légion étrangère chante, les artistes locaux déchantent. Comment en est-on arrivé là? On a décidé que la valeur venait d'ailleurs. La conséquence de ça, c'est que les gens sont prêts à payer pour le gars qui vient d'ailleurs. Si vous vous laissez faire, les autres, ils vous piétinent. Est-ce tant la créativité des artistes camerounais qui fait problème? Plus vous êtes populaire en ce qui concerne les artistes en tout cas, plus votre cachet monte. Enquête au cœur du front de guerre de la répartition inégale des cachets entre les artistes étrangers et artistes camerounais.
José en spectacle prestige. Cameroun. Ici, à l'année, on voit défiler de grosses pointures de la scène musicale mondiale pour se produire devant un public à chaque fois demandeur. Jusqu'ici, tout va bien. Mais entre l'offre et la demande, il s'est imposé des inégalités malencontreuses dont la principale est l'argent. Sur la balance, les artistes camerounais s'estiment méprisés pour des prestations scéniques où ils sont sollicités par rapport aux artistes étrangers. Artistes, managers d'artistes, experts des questions culturelles, hommes de médias et organisateurs de spectacles, tous sont montés au créneau pour faire écho de tout ce qui se dit tout bas dans cette affaire. Alors, nous avons voulu savoir sur quelle base sont fixés les cachets et combien gagne-t-il en moyenne par prestation. Au tout début, on était dans les 400, 500, 600. Je suis quand même allé parfois jusqu'à 4 millions de cachets, si ce n'est plus. Les artistes sont-ils satisfaits de leur cachet? Sincèrement, non. L'artiste camerounais est méprisé et n'est pas traité à sa juste valeur au Cameroun. Crotal est auteur-compositeur, producteur et éditeur de musique. Il est l'un des pionniers de la lutte contre le mépris caractérisé des sponsors et organisateurs qui font la part belle aux artistes étrangers. Un annonceur avait fait venir ici, je crois en 2003, tout un collectif qui venait de France, super affiche, les titres tournaient en boucle, ça s'appelait encore MCM Africa, ça n'avait pas encore muté. Et je peux dire aux gens que tous les Camerounais qui ont fait la première partie ont été payés 5 000 francs CFA pour le taxi. Je suis désolé. Si vous ramenez ces artistes ici au Cameroun, c'est parce qu'il y a une scène qui existe, une scène qui vit en dehors des artistes locaux que le public connaît déjà quand même à son niveau. Nous pouvons apporter tels qui viennent d'ailleurs comme une petite valeur ajoutée pour augmenter le rayonnement de votre marque ou de votre produit. Les promoteurs nous disaient oui, mais il y a les entrées aussi qu'on essaye de faire. À l'époque, on leur disait c'est faux, vous mentez. Quand vous payez un artiste 100 millions, vous remboursez sur quelle entrée? Il faut arrêter. Au-delà de peut-être pointer du doigt le promoteur ou le producteur du spectacle qui, il faut le dire, est essentiellement un homme d'affaires qui n'investit pas pour perdre. Lorsqu'il investit, forcément, il faudrait qu'il puisse rentrer dans ses fonds. Il est plus facile pour un mélomane de sortir pour un artiste qu'il a la possibilité de voir une fois après 10 ans que pour un artiste qu'il a la possibilité de voir chaque semaine, par exemple. Le gars qui travaille chez un annonceur qui raisonne comme ça, c'est en général, ce qui est même le plus douloureux, c'est un jeune qui en général n'a pas atteint la quarantaine ou qui vient à peine de la dépasser, qui niveau culture avoisine très souvent le zéro absolu et qui a la prétention de réguler des choses qu'il ne maîtrise pas. Tu peux être un artiste de valeur au niveau technique, au niveau de ce que tu donnes, de ce que tu offres, mais pour te vendre, c'est autre chose. Et c'est ça le problème. Je suis désolé. Nous sommes les premiers dans les années 2000 à avoir mis au poteau tous les annonceurs en leur disant « Écoutez, nous on est sûr qu'un artiste local qui bénéficie de la même promo que vous mettez sur vos stars de l'espace là, le même matériel de sonorisation, le même encadrement fait venir plus de monde qu'un artiste étranger qui vient au Cameroun. » Je vais pas penser à M. Blikbassi. À l'époque, il fait Copo contre Douti, Crotal l'arbitre. Mais il n'y avait aucune star de l'espace là. On a mis 50 000 personnes sur les berges du Vouri. C'est pas la magie. On l'a fait. Le flambeau de la philosophie de ce combat n'a donc pas été repris à sa juste valeur par la nouvelle génération. Et bis repetita, les vieux fantômes ont ressurgi. C'est les mêmes qui sont revenus avec des bêtises qu'ils appellent visibilité. Ce serait bien pour toi de faire la première de X. On ne te paye pas un copec parce que c'est bon pour ta visibilité. Ils se sont mis à représenter des majors étrangères sur la terre africaine. C'est les mêmes. Mais que fait l'État dans tout ça? Le premier ministre chef du gouvernement a instruit au ministre des Arts et de la Culture, par un communiqué datant du mois de février, de limiter la tenue des spectacles au Cameroun par les artistes étrangers, histoire de donner de l'air aux artistes locaux asphyxiés par les effets de la pandémie du Covid-19. En attendant, les artistes plaident pour plus d'action dans les réformes déjà entamées. Un pays
protège son art et sa culture. Depuis 1991, lors des États généraux de la culture, il était prévu qu'on ait un statut pour les artistes camerounais, qu'un statut soit adopté. On attend jusqu'aujourd'hui. Nous, on a un rôle en tant que syndicat. Nous sommes allés rencontrer le ministère de la Communication. Nous faisons pas mal de choses pour que les quotas soient enfin appliqués. Il n'y a aucun syndicat d'artistes sérieux au Cameroun. Vous le connaissez, lequel il s'appelle comment? Son siège est où? Donc c'est ce vide juridique, ce vide dans la formation, dans l'encadrement et cette absence de volonté politique qui sont des facteurs qui amènent l'artiste camerounais à être sous-évalué. Et pour dire vrai, quelle est la valeur marchande d'un artiste camerounais qui ne travaille pas? Vous connaissez combien d'artistes camerounais qui lisent la partition? Vous avez une école de beaux-arts dans votre pays. Tout le monde ici joue à l'oreille. Mon grand-père était grand guitariste. Ma mère avait chanté à la chorale, ainsi de suite et tout. Vous croyez qu'on fait on construit un pays dans une profession aussi noble que celle d'artiste musicien, sans une école de beaux-arts? Vous racontez, vous êtes un pays de bricoleurs. Il faut accepter ça. Acculés par des directs, des crochets et autres uppercuts, les promoteurs et organisateurs des spectacles, accusés d'être antipatriotiques, se défendent sur le ring pour ne pas être envoyés dans les cordes. King Limi Sofa est animateur radio à Yaoundé et communicateur d'un des labels les plus en vue du moment sur la production des spectacles. Les artistes gagneraient tout simplement à rentrer en studio, à travailler et bénéficier également des cachets mirobolants. Imaginez que vous aviez de belles tomates, mais vous n'arrivez pas à bien les vendre. Naturellement, quelqu'un a peut-être des tomates moins bonnes à côté de vous et il arrive à mieux les vendre. C'est de ça qu'il s'agit. Ce samedi 13 février, Fally Ipupa. Un artiste qui est ici n'a pas le même prix par exemple qu'un artiste qui est à Malabo, qui est à Abidjan par exemple. Le minimum c'est 750 800 000. Maximum 3, 4, 5 millions. Le minimum 1 million. Le maximum, parce qu'il y a des mastodontes, il faut l'avouer véritablement, on peut aller à 8, 9, 10 millions. Exemple Fally Ipupa, qui a eu 10 millions, Koffi Olomide également, Mewe. Des écarts de salaire importants que l'enseignant et chroniqueur culturel Billy Shaw entérine d'ailleurs, justifiant que c'est une question de valeur marchande. Chacun vaut ce qu'il vaut réellement. Toutes ses plus belles chansons d'amour. Tous les artistes ne se valent pas. Ils occupent aussi une bonne place dans le banc des accusés, les managers d'artistes, moqués de ne pas maîtriser les rouages nécessaires pour vendre leurs artistes. Krao Atangana est manager dans son catalogue, Happy Defoulan, Mani Bila, etc. Les Camerounais sont friands de ce qui vient de l'extérieur. C'est également à nous, quelque part, la responsabilité de vendre et de positionner nos artistes comme des produits. Le mercantilisme et le manque de considération sont donc les causes principales du scandale de ce combat. Une secousse d'une rare violence dont l'onde de choc n'épargne pas les autres maillons de la chaîne que sont les hommes des médias. Joyce Focho et Chop Chop sont des animateurs radio-télé dont la compétence accompagne le mouvement culturel au Cameroun. Au lieu de critiquer les médias, critiquez-vous vous-même et améliorez votre qualité de travail, c'est tout. Quand ils disent ça en même temps, demande-leur l'œuvre qu'ils ont sous la main, il n'y a rien. Les Camerounais ont de très bons albums, des belles musiques, mais sur le plan du show et du spectacle, il y a encore beaucoup de choses à apprendre. Est-ce qu'on est déjà arrivé à cette professionnalisation pour demander autant? Très peu sortent de la tête du lot, arrivent à vous proposer une identité personnelle. Parce que parfois tu écoutes 10 musiques, tu as l'impression d'écouter le même fond avec des voix qui changent. Honnêtement, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Il y a des artistes, oui, à un certain moment, on faisait du copier-coller à peu près, il faut être honnête. On faisait du copier-coller par rapport à la musique d'ailleurs parce qu'on s'est rendu compte que c'est la musique d'ailleurs qui fonctionne mieux. Et on avait un manque de confiance qui régnait entre nous. Et les organisateurs d'événements, on s'est dit oui, mais s'il faut prendre un artiste qui vient d'ailleurs, pourquoi prendre quelqu'un qui fait la copie de cette musique-là si on peut avoir, c'est la personne qui fait cette musique. Les Camerounais, c'est depuis quelque temps et surtout avec la nouvelle génération, qu'ils ont de véritables équipes autour d'eux pour fixer des prix. Un artiste camerounais, s'il n'est pas passé sur une chaîne étrangère, là, c'est 13 TV, c'est qu'il n'a rien fait. Et ils prennent tous leurs fonds de promotion, ils vont verser à 13 TV localement.
Voir un artiste qui va payer la promo, c'est compliqué. Quand une radio exige la promo, oh, ils prennent l'argent aux artistes. C'est un business. C'est un business. Vous voulez que la radio fasse un travail de marketing pour vous, mais payez ce travail. Sur ce ring glissant où vacille dont l'artiste camerounais, tensé de ne pas être créatif, rentable et attractif, les torts sont manifestement partagés, mais sur des avis mitigés. Serge Maboma est le chef d'orchestre et leader du groupe Macasque. Ils ont décidé de faire la promotion d'un certain type de musique camerounaise qui ne valorise pas la culture camerounaise, qui ne valorise pas la créativité camerounaise. Nathalie, quoi? Je vais écouter ça. Du coup, on va chercher ailleurs ce qu'on n'a pas ici. Ce qu'on expose aujourd'hui, c'est une volonté de quelques personnes que je ne sais pas définir, mais leur volonté est réelle de faire la promotion d'un certain type de musique camerounaise. C'est pensé, c'est voulu, c'est organisé. Mais ces derniers temps, il faut reconnaître aussi que la musique camerounaise est en train de se refaire. Je vais prendre mon exemple personnel. Je m'appelle Mani Bella, mais je me produis seule. L'artiste camerounais est un artiste qui se débrouille. N'importe qui peut se lever et organiser un spectacle au Cameroun. Ça existe où? À Yaoundé. Certains préconisent un examen de conscience, puis un traitement de choc, pour enfin avoir l'industrie du showbiz que le Cameroun mérite. Nous, les artistes camerounais, ne nous voilons pas la face, nous sommes des traîtres. Dans le sens où, si aujourd'hui les artistes camerounais, par exemple, décident de faire une réunion et dire que voilà, pour qu'un artiste camerounais preste, il faut au minimum, je prends un exemple bête, 3 millions. Les artistes vont dire cela, 3 millions. Vous allez voir qu'il y a certains qui vont piétiner cet accord-là et vont aller par derrière faire des prestations à 100 000. Que les Camerounais se réapproprient leur culture, qu'ils diffusent de la musique camerounaise. En veux-tu, en voilà, parce qu'à force d'écouter, on va commencer à l'aimer. Les musiques qu'on produit, qui viennent d'ailleurs, ne sont pas meilleures. Il faut aussi que les artistes camerounais se mettent à niveau. Au Nigeria, il y a des méthodes. On va te dire, ok, tu veux faire venir 50 cents, il n'y a pas de problème, tu le fais venir. C'est quoi, $1 million, il n'y a pas de problème. Sache que tu as obligation de mettre des artistes locaux en première partie. Et chaque artiste local touche 20% de la valeur du cachet que tu paies à l'étranger. Il n'y a pas de réelle industrie musicale au Cameroun qu'on essaie de la bâtir. Est-ce le crépuscule des vieilles habitudes hypocrites ou bien l'aube d'une nouvelle ère dans la valorisation du patrimoine camerounais? Les réponses à ces questions se trouvent forcément dans ces messages adressés à qui de droit. À mes collègues, je vais dire, les gars, ne lâchez jamais, ne baissez pas les bras. Demandez aux entreprises de soutenir la culture, quitte à ce que cela ait une incidence sur leurs impôts. Votre œuvre peut avoir de la valeur, mais si elle est mal vendue, si vous vendez mal, eh bien, vous n'aurez pas des gros cachets. Vous allez trouver des artistes, il est producteur, il est communicateur, il est animateur, il est son manager, il est son attaché de presse. Lui-même, il joue au tam-tam, c'est lui qui joue encore à l'orgue, il est au piano, il est au chœur en même temps, et même il est l'interprète de sa propre chanson. Vraiment, qui trop embrasse mal les trains. Tant qu'on aura le souffle de vie des gars comme moi, là, vous en aurez toujours face à vous. Toujours. Toujours, parce qu'on ne peut pas mépriser autant les gens. J'aimerais m'adresser aux organisateurs de spectacles. Je suis bien conscient que la rentabilité est le maître mot. Je suis bien conscient que le raccourci facile, c'est de se dire qu'on va prendre un artiste qui aura déjà développé sa carrière et venir faire en sorte que lors d'une prestation, il vous en mette plein les poches. Mais quelle est votre fierté réelle à l'issue de ça? Ce que je veux vous dire, c'est que les artistes dans notre pays ont des productions de qualité. Et si jamais vous êtes vraiment dans le milieu du showbiz, vous devriez les connaître. Et vous devriez savoir qu'en travaillant véritablement sur le développement, on peut avoir des spectacles camerounais de grande qualité qui vous reviendront moins cher. Il n'y aura pas de billets d'avion achetés, parfois pas d'hôtel. Il y a un ensemble de choses qu'on peut développer ensemble et on va gagner ensemble. Vous avez tendance à dire que non, la musique camerounaise ne vaut rien, les artistes camerounaises ne produisent pas. On ne produit pas parce qu'on n'est pas soutenu. Qu'importe le nombre de rounds pour ce combat, les boxeurs engagés sur le ring doivent avoir une détermination farouche pour gagner au point et si possible par KO pour une victoire à la Francis Ngannou. Yannick Noah,
Est-ce que vous comprenez le fait que les artistes étrangers soient mieux traités financièrement que les artistes camerounais vivant au Cameroun? Forcément, j'ai envie de dire non, mais il y a toujours une réponse, il y a toujours une logique à tout. Personnellement, moi je suis un artiste francophone. Suivant que je joue en France ou je joue aux États-Unis, mes tarifs ne sont pas les mêmes parce qu'aux États-Unis, en tant qu'artiste, personne ne me connaît. La question est de savoir si les artistes camerounais, certains artistes camerounais peuvent s'exporter. Or, les artistes camerounais, enfin, il y en a quelques-uns. Je ne pense pas que les cachets de Manu Dibango étaient inférieurs que les cachets des artistes internationaux quand ils jouaient ici. C'est une question de niveau et d'offre et de demande. Je pense qu'à partir du moment où quelqu'un vient de l'extérieur et qu'il est connu ici, c'est parce qu'il est internationalement connu. Et donc il y a une demande. Et par contre, si les artistes camerounais sont bons, et certains s'exportent ailleurs ou dans le monde entier, ben ceux-là, leurs cachets sont importants. Donc je pense pas que ce soit un vrai débat. Je pense que quand on est bon, on est bien payé. C'est aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Revenons à vous alors. On est en 1983. Qu'est-ce que cette date représente pour vous? Bon, c'est ma première heure de gloire. C'est un jour où je suis rentré dans le cœur des gens. Depuis, personne n'a gagné. Je suis le premier joueur africain à avoir gagné un tournoi du Grand Chelem et le dernier pour l'instant. Donc quand je dis ça, c'est pas par rapport à moi, c'est par rapport au bonheur que j'ai donné à beaucoup de gens. Cette année 1983, elle est incroyable pour les jeunes de ma génération. On est là, nous en France, on voit quelqu'un qui est afro, il est métis, et qui remporte Roland-Garros. Et nous, on a plein d'ambitions, on a plein de rêves. Et on se dit, mais si lui a réussi à faire en sorte que la mer s'écarte devant lui, s'ouvre devant lui, eh bien, nous n'avons plus qu'à emprunter ce chemin. Quand le Roland-Garros se joue, nous n'avons pas de télé, nous avons à peine la radio. Et donc, nous apprenons que notre frère a gagné Roland-Garros, Yann. Et je me souviens, 2 mois, 3 mois plus tard, il doit venir à Tongolo. Mais vous imaginez ce qui se passe en 84. Mais vraiment, c'est des moments de folie qu'on n'oubliera jamais. Ah, j'ai vu aussi hier Yannick Noah en train de chanter. Il m'a fait penser au tennis, parce que c'est un ancien. J'étais à Paris quand il a gagné Roland-Garros. On a vu des livres qui ont été d'ailleurs introduits dans l'enseignement primaire qui disaient un jeune Camerounais remporte Roland, dont on disait c'était Jean français. Je vous dis qu'on a eu des débats à Tongolo, à Etoudi, qui disaient mais enfin comment peut-on appeler notre frère de Tongolo en français? Alors vous vous en souvenez pas parce que vous n'étiez pas né, mais vos parents étaient très contents. Beaucoup de gens étaient contents. C'est du bonheur. Donc ce jour-là, je suis rentré dans le cœur de beaucoup de gens parce que même encore aujourd'hui, les gens parlent beaucoup de moi comme un joueur de tennis et c'est pas pour rien que vous m'avez présenté comme joueur de tennis, même si j'ai arrêté depuis déjà 30 ans. Mais c'est ce qui reste dans le cœur des gens et c'est ça qui compte en fait. Et ouais, ce jour-là, ouais, je suis rentré dans le cœur des gens. Et voilà, il s'est trouvé que quand j'ai eu ce moment de la victoire, papa est venu sur le terrain. Yannick Noah a réalisé son rêve. C'est une belle image de voir un père et un fils s'enlacer. Il se raconte même qu'il a failli se faire mal. Il était trop solide. Il était solide, papa. Là, rien ne pouvait l'arrêter. Même s'il devait sauter du 10e étage, il aurait sauté. Il ne sait pas comment Zach a sauté des tribus Tongolo qui a réalisé cet exploit. Alors jusqu'ici, vous êtes le meilleur joueur français, le mieux classé en ATP, numéro 3 en juillet 2086. Vous êtes joueur français le plus titré en simple avec 23 titres. Alors, restons sur les records. Hein. En 1986, vous êtes également classé numéro 1 en double. Une autre victoire, c'est en tant que capitaine de l'équipe de France. Et on est là à la Coupe Davis en 1991 et 1996. Depuis 3h30, Yannick Noah ne tenait pas en place. Soudain, il bondit, ça y est, c'est gagné. C'était quoi la recette? Le tennis, je suis très passionné et ma passion me fait travailler beaucoup. Voilà, on passe pas d'un cours de tennis à une scène avec un micro, avec des musiciens comme ça. C'est du travail, mais c'est surtout de la passion. Et comme je suis passionné, je suis capable de passer des journées entières à travailler, à me concentrer sur mes objectifs. Et avec le temps,
j'ai eu envie de transmettre. Parce que le succès, il est beau s'il peut se partager. Une victoire, elle est belle si on peut la partager. Solidarité exemplaire de cette équipe de France qui, tous ensemble, danse la saga Africa. Attention! Quand je suis devenu capitaine, c'était vraiment la même énergie. Je voulais que mes joueurs sentent cette sensation de gagner la balle de match du championnat du monde. C'est une sensation qui est unique et c'est bien de participer à ça. Donc j'ai travaillé avec eux comme ça. Torse nu dans les rues de Bémao en Guadeloupe. De mémoire de Coupe Davis en matière de préparation, on n'avait jamais vu cela. La méthode Noah commence dès 7h du matin. On a gagné 3 fois. Après, on m'a dit, est-ce que tu veux essayer avec les filles? On a gagné et ce sont des moments merveilleux parce que, 1, ils ont vécu ça et 2, ce sont des moments qui nous lient pour toujours. Et on me dit toujours, ah Yann, toi tu es en haut, tu es riche, mais moi vraiment ma plus belle richesse, c'est que j'ai vraiment beaucoup d'amis. Elle est humaine. J'ai beaucoup d'amis, j'ai des vrais amis. Si un jour ça va pas, mon téléphone il sonne tout le temps. Et souvent on dit oui, quand vous êtes en haut, vous avez des amis, quand vous redescendez, vous n'avez pas d'amis. Moi c'est pas du tout comme ça. Moi j'ai beaucoup d'amis. Et parce que notre amitié elle est sincère, on a vécu des choses entre nous. Alors ça va être mes équipes de tennis, mais ça va être aussi mon groupe musical. Moi j'ai quasiment le même groupe depuis toujours, ce sont mes frères et mes sœurs. On est ensemble en famille. La même année, vous êtes préparateur mental du Paris Saint-Germain. Justement, parlons-en. Vous êtes plus PSG ou OM? Youri Djorkaeff, Bernard Lama, Daniel Bravo, c'était mes amis. Donc un jour, il me dit, mais Yann, tu ne viendrais pas? Ils en ont parlé au président, je me suis retrouvé là. Et, mais moi, je ne suis pas un supporter extrémiste. Moi, j'aime le beau jeu. Moi, j'étais quand Marseille a gagné la Coupe d'Europe en 92, j'étais avec Joachim. On est allés tous les deux en Allemagne. On a pris l'avion tous les deux. On avait le maillot de l'OM parce que j'avais aussi des gars que je connaissais. Et on a passé un très bon moment. Je veux dire, Basile Boli, c'est mon frère. Et quand il a marqué le but, il est passé dans la tribune, on pleurait. Donc moi, je suis pour le bonheur. Quand je vois des Marseillais contents, moi, je suis content. Quand je vois des Parisiens contents, je suis content. Après, quand il y a match PSG-OM, ben, c'est compliqué. Alors, plus Canon ou Tonnerre? Moi, je suis Canon. C'était l'équipe de la famille. Moi, j'ai été au lycée Leclerc et l'équipe jouait au stade militaire à côté à l'époque et le Canon jouait là. Et donc, on allait voir le Canon au stade militaire. Alors, on reste dans le football. En 2005, vous avez été dans le staff des Lions Indomptables. C'était une expérience extraordinaire parce que j'ai cette frustration de ne pas avoir eu l'opportunité de faire beaucoup de choses ici. J'ai été très peu sollicité, par exemple, pour faire des concerts. J'ai fait des concerts partout, mais j'ai quasiment pas fait de concert ici. Le tennis étant ce qu'il est, c'est un sport assez mineur. J'ai fait une carrière incroyable et j'ai jamais eu l'occasion de faire un vrai match ici. Donc quand on m'a proposé faire partie du staff des Lions Indomptables, ça a été pour moi un honneur. Un honneur, ça m'émeut même, parce que c'était pour moi l'opportunité de donner ce que je pouvais pour les Lions, mais pour l'équipe et pour le pays. J'y ai rencontré des joueurs fantastiques. On ne s'est pas qualifié à la dernière minute du dernier match sur un penalty raté, mais ce penalty-là, je pense que c'est le penalty le plus difficile du monde. Donc il n'y a aucune critique, aucune. Mais j'ai eu l'occasion de passer des moments formidables à l'intérieur du vestiaire des Lions. Et vous savez, quand on est Camerounais, le foot, c'est très important. Et d'avoir l'opportunité d'être à l'intérieur, dans le cœur de l'équipe, pour moi, c'était une expérience extraordinaire. Je me rappellerai toute ma vie. Et bien entendu, côtoyer des joueurs comme Jérémy, comme évidemment Samuel, c'était extraordinaire. On ne s'est pas qualifié parce que c'est quelqu'un là-haut qui a décidé que ça devait être comme ça. C'est la vie, hein. Des fois on gagne, des fois on perd. Mais ça reste un des moments extraordinaires que j'ai de ma carrière de sportif. Lorsqu'on pose le penalty, il a sauté comme un forcené, comme s'il avait été possédé. Il a sauté parce qu'on nous avait concédé, on nous avait accordé un penalty. J'ai eu peur. J'ai cru qu'il a eu un arrêt cardiaque parce qu'il s'est écroulé après que Womé a raté ou eu raté ses penalty. Et je me suis dit waouh, mais il a ce niveau d'amour, cette passion, ce degré de passion pour le Cameroun. Donc c'est ça, et il est parti par la suite pour apprendre.
qu'on lui avait attribué des notes de frais, qu'il a consommé 15 millions, 50 millions, 100 millions de francs CFA. Il n'avait pas pris le moindre radis, parce qu'il avait refusé. Il a dit qu'il venait donner un coup de main à son pays et il le ferait de façon gratis. Et la vie veut que là récemment, il y a quelques jours, j'ai rencontré une petite ici, là juste derrière vous, qui s'appelle Ouma, qui a 7 ans et demi, qui a un talent extraordinaire. Et je pense que, comme on disait tout à l'heure, il faut se souvenir d'où on vient. Je sais qu'il y a des gens qui m'ont tendu la main dans ma vie, j'oublie jamais. Et quand je peux, j'essaie de tendre la main. Et là, j'essaie de tendre la main à cette petite, parce que pour moi, mon rêve, un de mes derniers rêves de tennis professionnel, c'est qu'un jour, il y ait cette petite qui devienne une grande championne venant d'ici. Donc l'histoire, j'espère, va se répéter. Nouvelle saison, nouvelle rubrique. Nous avons décidé d'évoquer, de célébrer les grands noms, les grands événements de notre culture. Pour cette première, Harold Ketch a décidé de nous parler d'un génie de la musique camerounaise, trop tôt parti, mais à jamais dans nos cœurs et nos oreilles, Zanzibar. Voici le pinceau d'Harold. Je m'appelle Zanzibar, guitariste, soliste et chanteur des Têtes Brûlées. Epemezwa Théodore, de son véritable nom, est certainement l'un des plus grands guitaristes de l'histoire de la musique camerounaise. Un talent à l'état brut. Rien n'a priori le prédestinait à une immense carrière dans le domaine musical. Zanzibar perd très tôt ses parents. Ces événements malheureux le marqueront à vie et vont structurer sa destinée. Zanzibar est né avec 12 doigts, 6 doigts sur chaque main. Était-ce un signe du destin? De toutes les façons, de ses doigts magiques, il a révolutionné le jeu de guitare dans le bikouti. Zanzibar commence sa carrière dans les Danny Boys de Kola, qu'il quitte pour rejoindre Mama Ouanja, le groupe Confiance Jazz. Il a par la suite travaillé avec les Super Volcans de la capitale et l'Ozima Succès d'Ange et Bogo Ina. Le tournant décisif de sa carrière est sa rencontre avec Jean-Marie Aranda. C'est avec lui qu'il va fonder les Têtes Brûlées. Zanzibar est un artiste très curieux et ouvert aux musiques venues d'ailleurs. Soukous, merengue, rumba, blues, jazz ou encore rock. Il s'inspire de tous ces rythmes pour révolutionner le bikouti. Sa musique est essentiellement influencée par les afflictions d'une vie difficile. Sa carrière internationale est lancée par le concours découverte RFI en 1987. C'est l'émission Télé Podium, animée par Elvis Kemayo, qui a révélé les Têtes Brûlées sur le plan national. Leur première apparition télévisée fut un tel choc que du jour au lendemain, les Têtes Brûlées devinrent une légende au Cameroun. En 1988, les Têtes Brûlées effectuent leur toute première tournée internationale en France. Il s'en suivra le film Manoron, réalisé par Claire Denis. Malheureusement, Zanzibar n'aura vécu que l'instant d'une rosée. Alors qu'il était au sommet de sa carrière, il est arraché à la vie comme un oiseau en plein vol. Il avait à peine 26 ans. Zanzibar est retrouvé mort le 22 octobre 1988 au lendemain d'une énième déception amoureuse. Une sorte de mélodrame. Si les causes de son décès demeurent floues à ce jour, plusieurs thèses ont néanmoins été évoquées. Le suicide, l'empoisonnement ou encore l'assassinat. Dans un prochain épisode, nous reviendrons plus en détail sur la mort de Zanzibar. Merci Harold. Yannick Noah, vous avez entendu parler des Têtes Brûlées? Tout à fait, oui. Commencé par un film de Claire Denis à l'époque. Oui. J'avais connu, on a découvert ce groupe à travers ce documentaire qui était incroyable. Oui. Ouais, c'est comme vous disiez, très bien, parti trop tôt, un génie. On s'aperçoit qu'on aime les gens souvent quand ils sont partis. Donc il faut profiter de ceux qui sont là. Je pense que c'est quelque chose qui nous a laissé, au-delà de son talent et de son aura. C'était l'âme du groupe. Voilà, encore un grand qui est parti. Comment est-ce que vous vient cette idée de passer du tennis à la chanson? C'est toujours compliqué de prendre sa retraite à 30 ans. Parce qu'à 30 ans, pour la plupart de mes amis, enfin les gens
qui ont une vie normale. C'est le début de la vie en fait. Ouais. Et à 30 ans, moi c'était la fin de ma première vie. Le tennis a été vraiment une passion, j'ai tout sacrifié pour y arriver. Et du jour au lendemain, quand ça s'arrête, il y a un grand vide. C'est presque comme si on perdait son identité. Moi, toute ma vie, jusqu'à ce moment-là, c'était Yannick, le joueur de tennis, quoi. Donc ça fait partie de ton identité. Et quand on t'en enlève ça, tu dois complètement te reconstruire. Et je voulais quelque chose qui me passionne. Je voulais chaque matin me réveiller pour quelque chose qui me passionne. Et j'étais un chanteur amateur, passionné. J'aimais bien avoir des copains, j'avais des copains musiciens. De temps en temps, j'attendais que le chanteur soit malade ou fatigué pour prendre le micro et profiter. Et puis, il s'est trouvé que voilà, c'est parti comme ça. Commencé à faire beaucoup de répétitions, beaucoup de temps passé en studio. Et puis voilà, premier album, puis 2, puis 3. Mais il s'est trouvé que la première chanson que j'ai écrite a été un tube. Mais c'est une chanson qui correspond à tout ce que j'avais envie de dire depuis tellement de temps et que j'avais pas pu dire avec ma raquette. Et là, oui, oui, petit blanc, de Paris à Yaoundé, connexion, mais venez, allons ambiancer l'ambiance Soukous, Makossa, Asiko, Bikouti. Ambiance, Asiko, mouvement partout. C'était un peu, c'est comme si c'était le sens de ma vie d'être entre les doubles cultures. Et dans toute mon aventure artistique ou sportive, ça a toujours été ça. Essayer de rassembler le blanc et le noir, le français, le camerounais. Voilà, je suis franco-camerounais. Alors des fois on dit que les Français ont pris ci, les Camerounais ont pris ça, mais moi de toute façon je suis entre les deux. Comment vous en sortez de cette fonction de chef de village? C'est un peu... c'est pas si simple. Pas si simple. C'est pas si simple parce que bon, j'ai parti du Cameroun, j'avais 12 ans. J'ai encore je me sens profondément camerounais, je me sens profondément français. Mon premier morceau, il était très fort à ce niveau-là parce que je le chantais avec passion. Et ça a été il est devenu numéro 1. Comment tu es calé à Elan Ouazout? Donc quand on a un tube qui est numéro 1 en France, ça veut dire qu'il y a un album qui fonctionne, ça veut dire qu'on peut faire une tournée. Et je me suis retrouvé à faire des concerts, c'était pas prévu. J'ai pas peur de la scène. Les mendiants du Pérou, des gosses à la colle de mamie. J'ai une bonne oreille musicale. Et je fais ça parce que j'aime ça. Et en général, les gens qui viennent au concert, dans mes concerts, il y a cet échange parce qu'il y a un artiste ou une personnalité qui arrive dans les endroits avec 3 gardes du corps, des lunettes noires. Il y en a qui aiment ça. Moi, c'est pas mon truc. Moi, mon truc, c'est d'être près des gens. Et la musique m'a donné cette possibilité d'être près des gens. Quand je chante, c'est parce que je pense aux gens. J'essaye de proposer des textes et des mélodies positives qui font du bien aux gens. Et voilà, 13 albums. Voilà, 13 albums, on va dire, depuis 2011, de 2011 à 2019. Alors, ce que j'apprécie particulièrement, c'est le jeu avec les titres. Donc, Black and White, qui est sorti en 91, Urban Tribute en 1993, Zam Zam. Pour les enfants de la patrie, le jour d'y croire est arrivé. En 2000, l'album éponyme Yannick Noah. Dis-moi le soleil. En 2003, vous allez faire le top de top. Un mélange de couleurs. Oh. En 2006, on a Charango. En 2010, on a Frontières. Partager le même soleil. En 2012, Hommage. Could not recognize the faces standing over me. 2014, Combat Ordinaire.
2019 Bonheur Indigo. Petit regarde tous ces gens et danse dans le vent. Mais allez, viens. Alors Yannick Noah, c'est aussi des singles qui ont super bien marché. Hein. Vous faites Saga Africa sur le terrain et toute la foule répond. C'est quoi? Comment avez-vous réussi à faire ça? C'est comme si la boucle était bouclée. Parce que pour moi, être capitaine de l'équipe de France, gagner en France la Coupe Davis après 46 ans, être ce capitaine, avoir mes joueurs derrière et d'avoir tout le stade à ce moment-là qui chante Saga Africa, pour moi j'ai gagné. Parce que là ça veut dire qu'il n'y a plus de barrières, c'est-à-dire qu'on est tous d'accord et que même si c'est l'équipe de France qui a gagné, il y a l'Afrique qui est là. Et c'est pas moi qui ai poussé à faire ça, c'était spontané. Et c'est un des plus beaux moments de ma vie. Parce que là, je me suis dit, ça y est, j'ai réussi mon destin de rassembler. Saga, attention, Saga, ambiance. On a Don't Stay en 91 également. Get On Back en 1993, Woman on the Sun en 1993 également, Au Rêve en 1997, Simon Papatara en 2000, La Voix, de ça vous avez parlé à toutes les femmes du monde. Et tu sais, les lions sont vraiment des reines. Je peux pas faire une chanson et dire oui, tu sais, la femme camerounaise. Je peux le faire, c'est ce que, ou la femme noire, ou la femme, ou la maman, ou ma sœur. Tout de suite, c'est très limité. Dans l'écriture, il faut proposer quelque chose et qui permette de capturer l'imagination. Et pour moi, la lionne, c'est la femme du lion indomptable. C'est la lionne. Et la lionne, elle est dans le monde entier. Et je trouvais que voilà, les lionnes sont vraiment des reines. Une chanson, c'est un peu comme une lettre à la mer, une bouteille à la mer. Et tu sais pas où elle va aller. C'est vrai que bon, ça c'était mon idée, mais je suis devant mon papier avec mes instruments et mes copains, et puis tu fais la chanson, mais tu sais pas ce qui va se passer. Peut-être que quelqu'un, tu dis je t'aime, il va dire pas moi. Mais quand tu dis je t'aime et que l'amour revient très très fort, là c'est très fort. Et cette chanson-là, elle est partie comme ça, avec notre énergie, mais elle est revenue très très forte. Très très forte, c'est-à-dire que si je chante, là je peux chanter ici ou ailleurs, dès que je fais un ting 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 ting, waouh les filles, waouh. Et j'ai la chair de poule, tu vois, donc c'est... Leur amour, elle le donne, et plus jamais ne le reprenne. Voilà, c'est une chanson qui a compté, comme Simon Papatara a compté aussi, parce que quand je chante la mémoire de mon grand-père, et je vois ces millions de gens qui ne l'ont pas connu, mais qui s'intéressent à sa vie grâce à la chanson, je suis trop... Jam Africa. Jam Africa, Jamaïca, Jam Africa. Si tu savais, Ose, Métis, Donne-moi une vie, aux arbres citoyens. J'ai beaucoup aimé cette chanson. Puisqu'il faut changer les choses, aux arbres citoyens. Destination ailleurs, là, Angela. Oh Angela, Angela. Ça me regarde. Ça me regarde. Ça me regarde. Hello, frontière. Partager le même soleil. Ma colère. Ma colère ne triche jamais. En cours en 2014, le même son en 2014 vient en 2019. Mais allez, viens. Y'a pas que ta sœur, Encore le temps en 2020. Car il est encore temps, il est encore temps. C'est pas trop tôt, ici et maintenant. Alors, dans cette riche carrière, signalons qu'en 2004, lors du festival Le Poupet à Saint-Malo-du-Bois, Yannick Noah, vous battez le record d'un show de 4h35 minutes. C'est parce qu'ils nous ont dit de sortir, sinon on serait encore là-bas. Mais c'est vrai, hein, c'est vrai. Moi, pour moi, jouer, c'est un bonheur.
Quand je fais un concert, avant un concert, moi je remercie Dieu. Je remercie parce que ma formation, c'est le sport. Ma formation, c'est le sport. Et si ça s'était arrêté à la fin de ma carrière, j'aurais déjà été blessed. Parce que j'ai vécu des choses merveilleuses, j'ai fait vivre des choses merveilleuses à ma famille. On a pu, grâce à ma carrière, vivre des choses où on n'était pas dans le besoin, par exemple. Mais la musique, c'est comme un cadeau. Chaque fois qu'il y a un concert, j'ai fait des concerts devant 100 000 personnes, des fois des concerts devant 100 personnes. À chaque fois, avant de rentrer sur scène, je suis tellement heureux. Je dis, mais même si ça s'arrête, mais pensez-moi, dites-moi que pourquoi moi? Jamais j'ai pris ça comme un travail. Les gens me disaient, mais Yann, mais comment tu fais pour rester 6 heures, 7 heures en répétition? Tu te fatigues pas? Je dis non, mais moi j'aime ça. Moi, quand ça s'arrête, ça m'ennuie. Et les concerts, c'est comme ça. Quand c'est la dernière, je suis triste à pouper parce que voilà, c'est un festival que j'ai fait plusieurs fois et j'aime beaucoup ce lieu. Et le producteur m'a dit, Yann, tu fais comme tu veux. Et donc, ouais, on a joué 4h30. Alors, chaque fois que vous êtes sur scène, et même aujourd'hui, vous êtes pieds nus. Pourquoi ce choix? Quand je suis bien, dans un endroit bien, où je me sens bien, je suis pieds nus. Et quand je suis dans un endroit où je me sens pas à l'aise, pour me sentir à l'aise, je me mets pieds nus. Et tout d'un coup, je me sens moi, je me sens en contact avec le sol, la nature, le reste. C'est parti d'une anecdote où j'avais fait ma première télévision. Je cherchais un look pour la télé de Saga Africa. Un look. Comment j'allais m'habiller. Et j'avais été en Amérique du Sud et j'avais un look là, je ne sais pas si vous avez vu, sur une espèce de chemise, ça pouvait être africain, international, un peu flottant comme ça. Et il y avait quelqu'un qui s'occupait de nos tenues et qui me proposait des chaussures. Et moi je dis mais non, mais c'est pieds nus. Et ma prof de chant m'avait dit aussi, quand vous êtes sur scène, il faut que ce soit chez vous que vous sentez bien. Alors peut-être qu'il y en a qui sont bien quand ils mettent des tenues brillantes, il y en a qui aiment avoir des bijoux, il y en a qui aiment bien avoir s'habiller en noir, il y en a qui ont envie d'être en costard, il y en a qui ont envie d'être torse nu. Moi, j'ai besoin d'être pieds nus. Et je me sens bien tout de suite. Et c'est resté. C'est resté, ça fait 30 ans. Et ça va maintenant au-delà, c'est-à-dire que là, je pars d'ici, on me dit, mais Yann, tu vas en ville? Je dis, ouais, mais je peux aller en ville pieds nus. Mais bon, des fois, je mets quand même des sans confiance. Des fois, je fais un peu attention quand même. Parce que l'autre jour, j'étais invité à l'anniversaire de Monsieur le Président. Et là, j'ai fait vraiment un effort parce que là, quand même, je ne pouvais pas arriver pieds nus. Yannick Noah, c'est comme ça. S'il n'est pas pieds nus, il a des babouches. Il ne prend pas assez de temps pour son habillement. Il est simple, il est relax. Et ça, c'est ce que j'aime aussi de lui. Ce qui me touche beaucoup de Yannick, c'est sa simplicité. Son être. C'est lui, depuis que je le connais, ça fait des années et des années. C'est quelqu'un qui ne s'est jamais compliqué. Alors, il peut être là en t-shirt, il peut être en culotte, il peut être en babouche, il peut être nu-pied. Et pour la plupart des hommes, tu vois, c'est compliqué. Pourquoi? Parce que les hommes aiment beaucoup le match vu. Mais par contre, ce n'est pas ça chez Yannick. Quand on voit à la télé, dans les concerts, dans les événements, il est toujours pieds nus. Ça montre qu'il est crêté à terre, qu'il est simple, il est abordable, il ne se prend pas la tête. Et tu sais, les lions sont vraiment des reines. Aïe, aïe, aïe. Porte-l'eau, porte-la bien. Si tu fais attention, ne te aide pas. C'est de l'eau entre tes mains. Chaque jour qui passe fait la terre plus lasse. Je suis métisse, un mélange de couleurs. Oh. Du soleil, comme si l'on pleuvait, le cœur en été. De Tunis à Brazza, de Lagos jusqu'à Yaoundé. Yannick Noah, hormis vos propres chansons, quelles sont vos 3 chansons préférées?
C'est tellement compliqué comme, Ah bon? comme question, parce qu'il y a tellement de chansons que j'aimerais... Alors, chanson préférée, je suis obligé de choisir une chanson de Bob Marley. Obligé. Il y en a beaucoup, mais bon, comme je disais souvent, dès que je suis dans un endroit dans le monde entier où je me sens bien, il y a toujours Bob Marley. Mais Yann, à la base, c'est un Rastafari invétéré. Si Yann pouvait se métamorphoser, revenir sous une autre forme sur la terre, je crois qu'il reviendrait sous la forme de Bob Marley. Je fais souvent la comparaison entre Bob Marley et Yannick Noah. Il n'y a pas de flagornerie dans mon propos, tout simplement parce que, alors tous les deux sont métis, et tous les deux ont voué leur vie à leur passion réelle, le sport et la musique, mais en y mettant leurs convictions. J'ai fait un album de reprise de Bob Marley, je suis fan de Bob Marley, j'ai un tatouage de Bob Marley. Bob Marley, donc Bob Marley obligé. Quand je suis parti d'ici, j'avais vraiment longtemps le mal du pays, donc j'avais vraiment besoin d'écouter des sons camerounais. Et je me souviens que souvent Manu était le copain, Manu Dibango était l'ami de mon oncle qui habite juste à côté et de papa. Et Manu venait souvent, et moi, pour moi, c'était tonton Manu. Je ne savais même pas qu'il était musicien. Et quand il y a eu la Coupe d'Afrique des Nations, en 72 ici, il avait fait une chanson, et en fait, la phase B, c'était Sol Makossa. Moi, j'étais là, il venait à la maison, on allait au match. C'était comme si on participait à cette histoire. Donc quand moi je suis parti, j'écoutais souvent le Sol Makossa, parce que ça me rappelait cette période de ma vie, de mon enfance. Et puis bon, je suis aussi fan de Fela. Et Fela, moi j'aime tout Fela, parce que c'est l'afrobeat, et l'afrobeat c'était vraiment le début de la fusion de la musique africaine avec le blues, avec les textes engagés. Moi j'aime les artistes qui sont engagés, j'aime pas les gens qui chantent « Ah, j'ai trouvé une femme, ah, j'ai donné un âge ». Moi pour moi ça sert à rien, en tout cas c'est pas ça qui me parle. Bien sûr on peut s'amuser, mais moi les gens pour lesquels j'ai du respect, ce sont des gens qui mettent leur art et en tout cas leur voix au service de la communauté. Mais s'il fallait citer 3 chanteurs camerounais que vous appréciez vraiment? Moi je suis un peu à l'ancienne. Moi, quand je pense à un chanteur camerounais, je pense donc ça me ramène à mon enfance. Eboa Lotine, on écoutait aussi Cambi Briand, on écoutait Tala André Marie, etc. Ce sont les artistes de l'époque, quoi. Alors, comment trouvez-vous le niveau actuel de la musique camerounaise? La musique camerounaise, les musiciens camerounais sont extraordinaires. On a des musiciens incroyables, on a des percussionnistes incroyables, des bassistes incroyables, des chanteurs incroyables. Après, il faut... Être musicien ou être artiste ici, c'est quelque chose qui est presque secondaire. Très souvent, des artistes, même de niveau intéressant, sont obligés d'avoir un métier à côté. C'est pas encore complètement reconnu, mais certains, la capitale de la musique africaine, c'est Paris. Hein. Beaucoup sont là-bas parce qu'ils jouent avec des artistes internationaux. Ouais, la musique, j'ai envie de dire que les musiciens camerounais sont extraordinaires. Et la musique camerounaise mérite d'être plus connue. Donc il nous manque un porte-drapeau qui prenne le relais, maintenant un jeune qui prenne le relais. Abakuya, bakuya, bakuya silema. Ayayato. Alors, si je vous posais une question assez personnelle, quelles sont vos qualités et vos défauts? Mes défauts, j'en ai vraiment beaucoup. Vous avez beaucoup de temps? Vous avez 2-3 heures? Vous avez 2-3 heures? Alors je suis très chiant, il paraît. Je suis très têtu. Je m'arrête jamais. J'adore la fête, donc c'est une qualité, mais c'est un défaut apparemment. Quand je crois en quelque chose, rien ne m'arrête. C'est une qualité, un défaut. Je rêve. Donc très souvent, vous allez me parler et en fait, je suis pas là. Ça, ce sont mes défauts. Les qualités, je suis passionné. Je suis un rêveur passionné. Quand je rêve de quelque chose, je m'engage et je vais jusqu'au bout. Par rapport au gros star, qu'il est simple,
qu'il est proche de tout le monde et qu'il reçoit tout le monde qui veut le voir quand il est disponible. On ne sait pas aussi que même dans la rue, n'importe qui peut l'appeler, il s'arrête. Yannick, c'est une joie de vivre. De ses propres dires, il a fait savoir que très souvent, avant de se rendre dans un cours de tennis, il prenait malin plaisir, qui puisse être un péché mignon, de se laisser aller à quelques galipettes. Il est très simple. Il n'y a pas beaucoup de scandales autour de lui. C'est quelqu'un de facile. Le défaut, c'est qu'il est difficile de dormir quand vous êtes proche de lui. Parce que tout le temps, il met le show, il est relax, il a très peu de temps de repos. Il est ardu au travail, il veut que les choses se passent rapidement et bien fait et vite fait. Une fois qu'on a lancé quelque chose, il ne vous lâche pas. Depuis que je le connais, par exemple, c'est quelqu'un qui s'énerve presque pas. Il est accessible. Pour moi, ses défauts, il ne sait pas dire non. La générosité est le deuxième nom de Yannick Noah. Bah, c'est flatteur. C'est flatteur. Et il faut que je continue alors. Alors on va continuer parlant de votre générosité. Vous êtes le parrain de l'association Les Enfants de la Terre, l'éducation par le tennis. Avec maman, un jour, on a travaillé avec quelques associations, plus ou moins importantes. Et un jour, on a voulu créer notre propre association pour avoir la liberté de choisir les projets. On a décidé de s'occuper des enfants dont les parents avaient du mal à subvenir aux besoins médicaux. Donc on a créé les Enfants de la Terre. Et puis quand maman est partie il y a 8 ans, ma petite sœur Nathalie a repris le flambeau et le fait très très bien. Et on continue cette aventure humaine. Vous êtes également parrain de l'opération L'Appel des enfants pour l'environnement initiée par WWF. En 2005, vous êtes le grand parrain du Téléthon et vous chantez avec les Enfoirés. Dis bonjour, Grand Bru. Eh ouais. En 2008, vous participez au concert des grands gamins pour le sol Annecy. Vous êtes également le parrain de l'association Terre des Hommes. En 2012, en faveur de l'association Les Voix de l'Enfant, vous donnez votre voix dans un single « Je reprends ma route ». Je connais la distance. En 2007, vous êtes la personnalité préférée des Français. Le 4 mars 2014, vous sortez le single qui s'attaque au Front National. Ma colère n'est pas un front, elle n'est pas nationale. Si je dois refaire, je ferai exactement la même chose. Je pense qu'on a tous droit à la parole. Je parle pour les miens, je parle au nom des miens, je parle comme les miens, je représente les miens. En France, quand je vais dans les quartiers, les cités, on me dit « Tonton, c'est bien, tu représentes ». Je suis très fier de ça. Le 22 octobre 2014, dans l'émission Un soir à la Tour Eiffel, vous dénoncez la censure des spectacles de votre compatriote Dieudonné Bala. Donc voici l'extrait. Je déteste quand il se fout des nègres. Il fait 20 minutes sur les Camerounais, c'est horrible. Si Dieudonné, déjà Dieudonné pour lui c'est chaud ici. Si Dieudonné va en brousse et qu'un gars à la télévision, il ne sort pas de cette brousse. C'est clair. Un autre artiste camerounais, Kopo, est présent dans cette émission. Comme à la première saison, il va à la rencontre d'une personnalité qui nous parle de ses préférences culturelles. Chabitou, what have you cooked? You cook what? H. C'est l'un des plus jeunes députés. Donc lui, c'est le monsieur le député de la Bumba Ngoko. Tu écoutes beaucoup de musique, ai-je appris? Beaucoup de musique, parmi lesquelles la tienne. Si tu vois Mango, bon, ouais. Dis-lui que je go. Là, nous sommes encore très jeunes. Hein? Allez, la galère du Camer, toi-même, tu know. Lundi,
que si je veux te retenir, quand je veux partir, je mets cette chanson. Oui, oui, franchement, moi je l'apprécie beaucoup. Et avec le grand Sergio Polo qui l'accompagne, moi je le suis depuis. Hein. Et à un moment donné, il a disparu là. Je me suis posé la question de savoir pourquoi elle ne chante plus. C'est comme Maman Annie Anzoé. Moi je l'aime beaucoup quand elle chante. Franchement, elle m'emporte. Quelle chanson d'Annie Anzoé? Oh, je ne veux pas que tu m'oublies. Oublie mon passé. Ah, tcho, tcho. Kodo Sitoni. Surtout à la partie là, hein, ça me fait penser à ma maman. Voilà, il y a le vieux Bendeka. Tu comprends ce qu'il dit dans la chanson? Non, mais moi j'aime juste la douceur de la musique qui m'emporte. Voilà. Ouais. Déjà, c'est l'énergie qui dégage la musique qui me plaît beaucoup. En fait, c'est ça. J'aime pas des musiques trop dansantes là. J'aime des musiques qui transportent. Prince Mikodi. Ouais, papa. Maintenant qu'on a fini de se raconter ça, ouais. On repart en bas ou quoi? Là, tu m'as donné rendez-vous. Non, il n'y a pas de souci. Le 15 juillet 1995, vous avez quelques démêlés avec le fils du français. Comment vous pensez ça? Vous me regardez comme ça. Quelqu'un vient et vous demande trop. Je dis, je ne veux pas payer. J'ai résisté au maximum. Je vous dois beaucoup comme ça. J'ai dit non, là, je vais bagarrer. J'ai bagarré. Vous êtes fidèle au principe et aussi à la marque Coq Sportif, actuellement équipementier des Lions Indomptables. Hey, salut! Tu connais la vraie histoire du football africain, toi? Hein? Tu connais. Tu sais que dans les années 80, la grande équipe du Cameroun, avec Thomas Nkonou, Koundé, Jean-Pierre Tokoto, Docteur Abega Teofi, Roger Mila, mais comment tu connais quand même? C'était Coq Sportif. Moi, je suis avec le Coq depuis 41 ans. Et j'ai un contrat, c'est assez rare, entre un sportif ou un ex-sportif. J'ai un contrat à vie. Donc je fais partie de l'histoire du Coq Sportif et je suis au conseil d'administration du Coq Sportif. Donc je participe aux décisions de la compagnie. Et oui, effectivement, une des dernières décisions en date était justement de savoir si le Coq Sportif était intéressé pour sponsoriser les Lions Indomptables. J'ai pas réfléchi plus de 2 secondes, j'ai dit évidemment, parce qu'il me semblait que le lien était écrit, que s'il y avait cette opportunité, cette possibilité, c'était naturel que je pousse en tout cas dans ce sens-là. Donc c'est le début d'une aventure qui j'espère sera longue. Au club ici, moi naturellement, tout ce qui va se passer ici sera lié au Coq Sportif. Est-ce qu'il y a quelque chose qui manque à votre bonheur aujourd'hui? La question que vous me posez, c'est ce dont je suis le plus fier? Oui. Ah, mais je vous ai dit mes enfants. Okay. Quand on rencontre mes enfants, on leur dit ah bonjour, tu t'appelles comment? Je m'appelle Yelena, ou je m'appelle Jenaye, je m'appelle Elijah, je m'appelle Joaluka. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Moi, je préfère poser à mes enfants, ou en tout cas poser la question, c'est comment ça va? Comment vous vous sentez en fait? Mes enfants, ils sont bien, je suis fier d'eux parce que je suis fier de qui ils sont. On arrive à un âge quand on est grand-père où on pense un peu après, quand on sera parti. Et je suis pas inquiet, ça se passera très bien. Mon Yannick, mon grand frère, tu n'imagines pas l'importance que tu as dans ma vie depuis mon jeune âge, au moment où je t'ai connu. Tu n'imagines pas lorsque... Premier disciple. Yamout, je te envoie ce message, c'est pour te dire que tu es un homme assez calme et bien tenu vers les autres personnes. La seule chose que nous voulons maintenant, c'est que les choses soient très, très bien ici et que le club nous continue toujours à prospérer. Et nous savons qu'avec ta présence, beaucoup de choses sont en train de s'améliorer. Maud, mon frère, continue cette route. Ainsi va la vie, elle fait ce qu'elle veut. Et merci d'être dans nos vies, mon grand frère, mon Yannick. Notre bonheur à vous donner, eh bien, c'est ceci. C'est un tableau réalisé par un jeune Loïc Eba. Vous pourrez le découvrir. Merci. Vous pouvez l'ouvrir.
l'émission est finie, ouais.